Sono molto contenta di conversare con Giulia Deck, di cui ho tradotto questo And Inghilterra. Brevissimamente, forse due parole sulla trama, diciamo, di questo romanzo. È un romanzo che costruisce due narrazioni parallele che sono destinate a congiungersi alla fine. Una di queste narrazioni inizia con la protagonista che trova la madre priva di conoscenza perché è stata colpita da un ictus. Qui prende le mosse una lunghissima cronaca del ricovero e del parziale, anzi parzialissimo recupero della donna e questa figlia protagonista che entra nel labirinto, diciamo, della sanità pubblica, degli ospedali, del passaggio da un ospedale all'altro, dell'impossibilità di dialogare con i medici. Proprio dall'ictus della madre prende poi le mosse anche l'altro filone, ehm, perché la prospettiva che sembra imminentissima della morte di questa donna induce la protagonista a voler eh, gettare luce su una sorta di buco nero, no? Ehm, di verità nascosta, no? Di segreto che sembra aver dominato tutta la vita della famiglia, una famiglia costituita per lo più da donne. E quindi, parallelamente al racconto, alla cronaca, no? Di questo ictus e post-ictus della madre, c'è un altro filone, un'altra narrazione che ricostruisce la storia della madre di Anne, proprio quell'Anne d'Inghilterra del titolo, dall'infanzia alla fine degli anni 30 in un'Inghilterra operaia quella cosa appunto che adesso chiamiamo il percorso dei transfughi di classe, cioè l'accesso a una classe superiore attraverso lo studio, attraverso la tenacia, no, degli studi. E pian piano quindi ci sono questi due percorsi paralleli che poi si intrecceranno alla fine, si congiungeranno nell'ultima parte del romanzo. Tutto questo romanzo che mi ha, se posso dare il parere di traduttrice che l'ha frequentato per un bel po' di mesi, mi ha messo felicemente a disagio perché qui è proprio condivido come posso dire, un punto di vista del tutto personale. Io non amo moltissimo solitamente le narrazioni che potremmo far rientrare, diciamo, nel filone dell'autofiction, autofiction si dice in francese, o i memoir. Ho sempre la sensazione, per essere molto molto rudimentale, che queste narrazioni che adesso godono di una grandissima fortuna anche editoriale, no? Chiamiamoli memoir, appunto, chiamiamoli autofiction, ho sempre la sensazione che siano in qualche misura dei regolamenti di conti, o regolamenti di conti con la famiglia, con la madre anaffettiva, oppure con la società, no? Con la società che ha frustrato le ambizioni, eccetera. In questo caso, sia leggendo questo libro che lavorandoci alla traduzione, con un grande disagio mi dicevo: "Ma perché invece leggendo il memoir", perché poi è un memoir, a me piace chiamare, il personaggio che si chiama Giulia in questo romanzo, mi piace chiamarlo la protagonista del romanzo e non la qui presente Giulia Deck, perché è un romanzo a pieno titolo e questa dimensione memoriale, privata, mi sembrava che riuscisse a eludere le trappole in cui a volte io vedo questo genere cade, che come dicevo mi sembra la trappola principale di questo genere, mi sembra che sia proprio quella del regolamento di conti. Allora, per venire alla domanda e non dilungarmi ulteriormente con le mie
impressioni di lettrice et di traduttrice, la question que je veux poser à Julia Deck en partant du disons du rapport entre l'idée d'un roman et un roman mémoire, roman autofiction, est justement la question de la vérité. À un moment donné, dans ce roman, tu te poses dès le début, finalement, pas à un moment donné, mais dès le début, tu te poses la question de la vérité et du rapport entre, tu dis à un moment donné, le rapport entre réel et fiction. Je peux lire juste un petit passage pour le public? A un certo punto, a proposito della questione appunto della verità, cioè del rapporto fra reale e finzione, scrive qui appunto la protagonista è a Bruxelles in conversazione con un gruppo di universitari e scrive, dice: "Parlavamo dei rapporti fra romanzo e autobiografia e di quel genere intermedio chiamato autofiction, in cui l'autore si racconta in maniera più o meno trasparente attraverso una vicenda romanzata. Per quel che mi riguarda, ho scelto da tempo da che parte stare, con il romanzo fatto di trama e personaggi. È una scelta di campo netta che proclamo a gran voce anche quando non mi viene chiesto. Se non che da qualche tempo accarezzo l'idea di un libro in cui potrei dire finalmente la verità, come se sapessi cos'è la verità, come se questa verità non risiedesse nei romanzi e grazie all'autobiografia la si potesse affrontare nuda e cruda invece di doverci girare lungamente intorno. Et disons, ce thème de la vérité, du rapport entre réel et fiction, parcourt tout le roman parce que c'est justement disons, une entreprise soi-disant de recherche d'une vérité dans la famille qui pousse Julia, la Julia du roman, à finalement à raconter l'histoire de sa mère. Euh, et finalement, cette vérité, c'est quoi? Et c'est quoi ce rapport entre réel et fiction dont tu parles? Merci beaucoup pour cette présentation et je suis très heureuse de faire cet entretien avec toi. Samantha tout à l'heure a parlé du lien avec les traducteurs et c'est vrai que le traducteur n'est pas souvent le premier lecteur, mais en tout cas c'est le lecteur le plus pointu et le plus fin parce qu'il lit le texte de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Hem, Moi, je viens d'une littérature, dans ma formation et dans les livres que j'ai écrits avant, extrêmement, je dirais, formaliste et tout à fait opposée à l'idée d'autofiction. Une littérature, très romanesque et qui revendique une forme de séparation étanche entre le livre et la vie, enfin, au moins qui établit une séparation très nette au moment de la publication. Donc pour moi, il y avait une forme d'interdit total d'aller vers la biographie, l'autobiographie, l'autofiction, tous ces genres qui étaient réputé extrêmement douteux du côté de la littérature où je me trouvais. Donc ça veut dire que de passer de l'autre côté, il y avait une énorme transgression et évidemment, comme toute forme de transgression, ça devient au bout d'un moment extrêmement désirable. J'ai fait ce saut, on va dire, à un moment de crise, donc dans ma vie personnelle, qui n'est pas un secret puisque c'est le premier chapitre du livre, où en effet j'ai retrouvé ma mère dans une situation qui aurait dû être fatale. Et je me suis très rapidement trouvée embarquée dans un processus hospitalier, pour le coup très très réel, mais qui m'apparaissait en même temps complètement irréel, dans le sens où il était totalement kafkaïen. C'est-à-dire que ma vie, du jour au lendemain, a pris un aspect proprement cauchemardesque, non pas tant pour la situation médicale, qui en réalité
était bien meilleur que ce qui semblait au premier abord, mais pour ce parcours, hein, qui était, un tel dédale, un tel labyrinthe et un tel non-sens au point de vue du langage. Et j'ai pensé qu'il y avait une histoire à raconter. Vraiment, ça part du sentiment que, heu, le réel est en train de me procurer la matière d'un livre. Et à cela, comme tu dis, se superpose, l'enquête au sein de la famille. Donc j'ai fait ce passage à ce moment très, très particulier de ma vie où ça a basculé dans un sens tout à fait inattendu et dramatique, mais qui très vite m'a posé des questions littéraires. C'est-à-dire comment est-ce que je vais aborder ce sujet alors que j'ai finalement très peu de repères, hein, dans ce genre de littérature. Et tout de suite, j'ai compris que le problème se situe la question de l'écriture se situe au niveau de la distance. Et maintenant, je pense que finalement, la biographie, l'autobiographie, c'est le genre littéraire le plus difficile parce qu'il faut trouver la distance par rapport au sujet. Quand vous écrivez un livre de fiction pure, soi-disant, ce qui à mon avis n'existe pas, mais la difficulté souvent, c'est qu'on est trop loin de son sujet. Et il faut s'en rapprocher jusqu'à pouvoir faire naître dans l'esprit du lecteur l'image que vous avez dans la tête. Donc c'est tout un travail de rapprocher la caméra de cette image que vous avez et qu'il faut préciser au point de créer un personnage aux allures, réelles dans la tête du lecteur. Dans la biographie, l'autobiographie, c'est le problème inverse, c'est-à-dire qu'on est trop près. On est trop près pour se rendre compte que le lecteur, lui, n'est pas du tout, évidemment, à la même distance affective de votre sujet. Et il y a tout un travail de dépouillement perpétuel par rapport à toute cette masse d'informations qui est tout de suite à notre disposition. Un travail de dépouillement pour aller vers le sujet et vers ce que je dirais la vérité du personnage. Comment est-ce que je vais, à partir de ces morceaux de réel épars, ces morceaux de temporalité éparses, réussir à construire un personnage cohérent, pour donner l'idée de cette situation que j'ai traversée et qui est finalement une situation, simplement humaine et que nombre de gens traversent, hein. La vérité, oui, la vérité, elle est d'une part dans ce personnage romanesque qui va être le véhicule entre l'auteur et le lecteur. Mais il y a une question plus précise qui est posée dans le livre, c'est qu'est-ce que c'est que la vérité d'une personne face à ce système médical, ce système, ce déploiement labyrinthique et scientifique dans lequel vous trouvez plongé dans une situation comme ça. Quand le roman commence, on m'annonce que, au vu de l'état de la personne, au vu de toutes sortes de statistiques, voilà l'issue qui va être donnée et l'issue va être nécessairement fatale. Et moi qui suis à côté, non pas des statistiques et des données médicales et des données objectives, qui suis à côté de la personne, je vois bien que ça ne correspond pas. Et il y a cette idée contemporaine de plus en plus, que la vérité est nécessairement du côté des chiffres, qui sont des choses que l'on peut objectiver. Et moi qui étais témoin, je voyais que la vérité était du côté du langage. Parce que la patiente, donc qui était ma mère, qui n'était pas du tout en état de prendre conscience de tous ces éléments scientifiques, de tous ces éléments statistiques,
qui lui était tout à fait défavorable, continuait à vivre cette riche vie imaginaire, vie de langage, et qui était en réalité le substrat de son quotidien et qui a continué de l'être au fil des jours jusqu'à sortir de cet épisode. Donc, l'idée n'était pas d'opposer deux types de langage, le langage scientifique au langage littéraire, mais de montrer que parfois, les choses se situent plutôt au croisement et non pas dans une ligne, une discipline qui prétend établir une vérité univoque. Merci. On reste toujours un peu sur ce sujet du réel, de la fiction, de la vérité, finalement de la littérature, parce qu'il y a beaucoup de littérature dedans. Je crois que dès le début, je pense que tu allais revenir. J'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de littérature. Il y a tes romans. Parfois, il dit, j'allais faire des dédicaces au Salon du Livre pendant que ma mère était hospitalisée. Heureusement, il y avait le Covid parce que je pouvais garder mon masque. Comme ça, les gens ne voyaient pas mon visage qui était complètement euh, pas défiguré, mais finalement où ça se voyait toute ma souffrance, etc. Et puis il y a les livres que ta mère lisait, finalement, que la mère de l'héroïne lisait. Et puis il y a Ruth Rendell qui est un peu, c'est un peu comme si elle était le nous met tout là, je sais pas comment on dit ça, mais c'est vraiment comme un peu, c'est un peu le personnage qui accompagne un peu toute cette histoire. Et puis, il y a les livres qui sont lus par Anne pendant ses études et toute sa formation, son passage de classe à travers la lecture et la littérature. Et, et la réflexion autour du réel, de la fiction, est un peu euh, encore une réflexion sur disons, sur le statut du roman, sur le statut de la littérature et tout ça. Et en le relisant, j'ai pensé à une phrase de Proust, de Marcel Proust, que je trouve géniale, qui dit que, attends, j'ai noté parce que j'oublie tout, les beaux livres ne donnent jamais de réponse, mais ils suggèrent des questions. Et alors, c'est ça peut-être un peu la clé du fait que ce roman est si différent par rapport à d'autres livres, romans disons, autobiographiques. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de réponse, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont soulevées. Et je trouve le lecteur est un peu amené à rester dans l'inconfort. Ce que j'aime beaucoup dans les romans, quand le lecteur, à la fin, n'a pas toutes les réponses, mais il rentre chez soi avec des questions. Est-ce vrai ou c'est vraiment un truc, un délire de traductrice? Et le problème, c'est il faut toujours finir les livres. Le livre, c'est par définition un objet fini, c'est un objet clos. Et, mais la vie ne finit pas comme ça. La vie, elle ne se laisse pas mettre en boîte aussi facilement. Pour moi, toute espèce de réponse à la fin d'un livre est mensongère. C'est-à-dire que un livre qui vous dit, qui commence par Il était une fois et qui se termine par Happily Ever After ou l'inverse, tout d'un coup, moi j'ai l'impression de sortir du pacte romanesque et qu'on m'a menti tout le long. Et ce qui importe au lecteur, c'est de croire pendant tout le temps de la lecture que l'auteur lui dit la vérité. Sinon, ça n'a aucun sens. Et donc c'est très très délicat de clore un livre en embarquant le lecteur jusqu'à la dernière ligne et qu'il puisse le refermer en continuant de vivre avec. On a tous connu cet effroyable sentiment de déception à la fin d'un roman qui nous a fait passer un plus ou moins bon moment et puis après qui nous fait crier au scandale parce qu'on ne nous a pas laissé sur le mot qu'il fallait. Donc, comment clore le livre? Et il faut bien clore, mais il faut qu'il y ait une progression aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus laisser le lecteur en rase campagne comme ça.
Oui, donc le livre, par définition, c'est une enquête. C'est une question qui amène une autre question, qui amène une autre question et à un moment, la vague retombe et on peut supporter de refermer le livre, mais l'idée, c'est qu'il nous a aussi un peu transformés et qu'il va susciter tout un mouvement derrière. L'histoire de Anne d'Angleterre, mais aussi puis l'histoire de sa fille, de Julia, le personnage qui s'appelle Julia dans le roman, est aussi un prétexte, un point de départ pour raconter une époque. À partir des années 30, de la fin des années 30 jusqu'à l'époque contemporaine. Donc il y a des histoires assez privées, mais en même temps, il y a comme une toile de fond assez bien dessinée, assez bien retracée. Et j'ai assez souvent remarqué qu'il y a une attention, je ne sais pas si cela est conscient ou bien si c'est moi qui l'ai remarqué. Euh, on a l'impression que cette toile de fond historique, ce contexte historique, économique, politique, ne passe pas par des longues digressions où tu me dis ce qui se passait dans les années 60, ce qui se passait dans les années 30, etc. Mais par exemple, j'ai remarqué les descriptions des intérieurs, des espaces. La petite maison de Billingham dans le nord de l'Angleterre qui, dans des descriptions assez précises, rend bien le milieu ouvrier de cette époque, cette Angleterre un peu noire, non? On a encore l'impression de voir le ciel de Dickens, non? Et puis, il y a Ou de vraiment George Orwell. Ou de Orwell, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment les descriptions des intérieurs, même l'ameublement des appartements de la mère puis de la fille, qui sont comme des marques d'une époque. Aussi bien dans la partie, disons, post-ictus, euh, toutes les descriptions un peu hallucinatoires des hôpitaux ou des centres de soins. Moi, ce qui m'a frappé, c'était, par exemple, l'attention à la description de la couleur des murs. Là, j'ai oublié comme tu l'as défini en français, mais je me rappelle d'avoir réfléchi. Cette couleur en italien, c'est color pesca mestizia. Je ne sais pas quel était le mot pour mestizia. C'était peut-être Rose cafard, quelque chose ouais, comme ça. rose cafard, voilà. Et déjà, cette couleur, l'idée d'une couleur color pesca mestizia, je trouve que cela donne assez bien l'idée de l'angoisse, la tristesse, le désarroi et tout ce qui peut se passer dans la tête du patient, aussi bien que de sa famille, dans un contexte de maladie et d'hôpital. Est-ce que ce travail sur, je dirais, sur l'espace, dans les romans, tu l'as fait exprès, c'est venu comme ça? Non, ça vient pas comme ça, comme par hasard. Au contraire, il me semble que le roman, c'est d'abord un art de l'espace. Alors, peut-être on entend plus que la littérature, c'est très proche de la musique parce que de toute évidence, il y a le travail du rythme, le travail de la phrase, le travail des sonorités. Mais oui, ça, je dirais, c'est l'évidence. Mais au-delà de ça, le roman, c'est un espace mental, c'est-à-dire c'est un espace mental que vous concevez au fil des jours, des semaines, et c'est un espace mental que vous souhaitez projeter dans l'esprit du lecteur. Donc c'est exactement le même travail que les personnages. Comment être à la bonne distance du décor. Si vous ensevelissez le lecteur sous une masse d'informations, de décors, sans doute très exhaustives et très justes, mais le lecteur ne verra rien. Si au contraire vous vous contentez de quelques adjectifs rose, petit, grand, moyen, le lecteur ne verra rien non plus. Comment est-ce que vous arrivez à projeter un film dans la tête du lecteur? Ça, évidemment, c'est toujours un pari. C'est pas, et en plus, tous les lecteurs, malheureusement, ne sont pas les mêmes et ne vont pas avoir la même réception des mêmes mots. Mais ça, c'est un travail qui est passionnant pour moi, tout autant que la fabrication des personnages. C'est à quel degré
est-ce que je pense que je vais réussir à projeter le film dans la tête du lecteur? Et je dirais que là aussi se pose la question de la vérité. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas allé au bout de la phrase, que ce soit en la réécrivant 10 fois de suite ou en faisant 3 versions du livre et en reprenant le même paragraphe à chaque fois, on est toujours dans une phrase un peu mensongère parce qu'on aura mis des adjectifs trop vagues ou au contraire parce qu'on aura mis des adjectifs trop sophistiqués et on les aura trop empilés, entassés et que tout ça va donner un magma informe et mensonger. Et petit à petit, il faut raffiner, raffiner pour arriver à une forme de vérité et d'évidence de l'image. Euh, et je pourrais continuer extrêmement longtemps sur le rapport à l'espace, mais je pense qu'on nous jetterait dehors. Donc, je vais te laisser poser la question suivante. Tout ce discours à propos de l'autofiction, de la vérité et de la manière dont une histoire personnelle devient un roman passe par un travail de construction, vraiment, je vois, de la matière qu'on a, je pense, non, qu'on a sous la main, et aussi, pas seulement une construction dans le sens presque d'une architecture, mais aussi passe par le choix d'un style, d'une langue. Et ce qui frappe dans ce roman et qui est un autre élément que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux langues différentes dans les deux parcours, disons. J'avais l'impression que l'histoire de Anne a un style un peu plus, il y a un peu plus de souffle. Non, c'est pas bon. C'est difficile de s'exprimer en français. Tu peux t'exprimer en italien, peut-être je comprendrai. Merci. Forse appunto la parte della storia di Anne è come se avesse un passo più disteso, la frase è più ampia, i capoversi sono più, appunto, c'è un respiro più ampio, come se ci fosse davvero la fiducia nella possibilità di costruire una storia dall'inizio alla fine. Mentre la parte dell'oggi, cioè del post-ictus, è costruita per esempio con una sintassi molto più frammentaria, paratattica, più nervosa, vorrei quasi dire, come se fosse schiacciata sul presente, un presente che non dà modo appunto di avere un respiro ampio perché appunto è un presente che schiaccia. Ehm, ecco, la domanda era anche questo, diciamo, questo progetto di due, in fondo, di due passi, no? Di due scritture abbastanza diverse. Immagino che fosse un progetto voluto. Oui, Je peux résumer en français. je pense que j'ai compris. Je Ok. vais répondre à ce que j'ai compris. D'accord, c'est Euh, bien comme ça. je n'ai pas décidé intellectuellement que tel fil narratif allait être écrit avec des phrases amples et tel fil narratif allait être écrit avec des phrases sèches. Parce que c'est un travail principalement sensitif. Mais ça rejoint cette question de... C'était ça la question? Oui, Oui. c'est exactement ça. Voilà, c'est sensitif ou c'est intuitif? C'est-à-dire que je retravaille, ce passage-là et je sens que j'approche de la vérité, que je cherche, mais je ne suis pas en train de me dire: «Ah, il faut, un tournevis ici et un coup de marteau là». C'est sensitif et en même temps, c'est quand même un petit peu scientifique. C'est-à-dire que c'est la méthode des essais-erreurs. Là, on voit ça marche pas, et on réajuste. C'est pas non plus, un travail, purement ésotérique, très loin de là. C'est plutôt une forme d'artisanat et je vais reprendre ta métaphore de l'architecture parce que construire un livre, c'est construire une maison et il faut que la maison tienne debout et il faut que le toit protège de la pluie et il faut que ce soit à peu près disposé de la façon dont vous souhaitez. La différence avec l'architecture, c'est que
très souvent, vous n'avez pas le plan au préalable. Donc c'est comme de construire une maison sans plan et le plan s'échafaude petit à petit. Donc oui, c'est une sorte d'architecture sans vie. Est-ce que le fait que finalement, voilà, c'est la dernière question parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une question peut-être parmi le public. J'ai oublié. Ah non, voilà. La partie, disons, de l'histoire de Anne, en principe, s'appuie sur les journaux de Anne. Est-ce cela qui donne peut-être à cette partie même une sorte de couleur plus, oh, je dirais pas optimiste, mais c'est comme si cette partie était pleine de, euh, oui, de lumière, d'espoir, est-ce que même si au sous-sol, il y a toujours cette idée de cette vérité, de ce secret de famille, il y en a un peu qui serpente entre les pages, mais finalement, je me demandais le rapport entre ce qui est présent dans les journaux de Anne et ce qui est ta contribution. Est-ce que c'est c'est un mélange des deux et c'est pour ça qu'il y a comme une tonalité différente aussi? Je ne sais pas si c'est une question très claire. Tu veux dire, est-ce que j'ai mélangé la vérité et la fiction? Non, pas la vérité et la fiction, mais c'est toujours au niveau du style. C'est comme dans la partie, surtout dans la première partie de la jeunesse et puis de Anne, on a vraiment l'impression d'entendre comme la voix pleine de oui, d'espoir, d'enthousiasme. Et on a vraiment l'impression de toucher à à cette senteur qui vient d'un journal d'une jeune fille. Mais je pense que c'est un personnage, stendhalien. Ça pourrait être un personnage de Stendhal. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est plein d'enthousiasme et qui toujours va de l'avant et qui jamais ne regarde en arrière. Et elle est emportée comme ça par cette espèce de mouvement perpétuel et c'est la caractéristique principale du personnage et je pense que c'est cette caractéristique qui fait qu'elle elle est en négation complète avec tous les pronostics et que finalement c'est le personnage qui a raison contre tous les pronostics. Merci. Bene, grazie. Merci beaucoup à toi. Grazie.